Chers collègues, chers amis, bonsoir. Je remercie bien entendu la société Antogir de m'avoir sollicité pour présider cette séance. C'est un grand plaisir de partager avec vous tous ici cette belle soirée placée sous le signe de l'innovation. Il n'y a plus rien à inventer en implantologie. Vous avez bien entendu, il n'y a plus rien à inventer en implantologie. Chers confrères, cette phrase, je l'ai entendue durant l'ADF 2015 dans la bouche d'un des plus grands acteurs du secteur implantaire. Ainsi donc, tout est inventé, les jeux sont faits, circuler, il n'y a rien à voir. Étonnante vision des choses. La nouveauté serait un minerai à exploiter jusqu'à épuisement du filon. L'innovation, une source tarissable. Cette vision, et vous serez sûrement d'accord avec moi, prouve une certaine déconnexion du réel. Chers confrères, nous vivons dans un monde où les édifices se font parfois si hauts que le souvenir même de leur base a été perdu au cours de l'ascension. Un monde où le besoin de performance pourrait, dans son élan, nous entraîner bien loin des fondamentaux. Il n'y a plus rien à inventer en implantologie. Qui parmi nous aurait pu prononcer une telle phrase? Nous autres praticiens avons par la force des choses, les pieds bien ancrés dans nos cabinets, dans le réel, chaque jour face à nos patients, face à leurs souffrances physiques, psychologiques. Nous sommes tenus de chercher les meilleures solutions pour redonner et l'esthétique et la fonction. Car pour certains, il s'agit de retrouver juste un sourire, pour d'autres, une vie sociale, ou encore une dignité, voire une humanité. Des enjeux majeurs, essentiels, qui sont bel et bien la base de nos métiers, qui en constituent le fondement. La logique, la raison, la morale exigent que ces enjeux conditionnent en cascade la chaîne industrielle. Ce n'est pas à l'industrie de dicter des protocoles et des techniques parfois bien éloignés des réalités cliniques et scientifiques. Notre rôle est important. L'innovation est un devoir. Il faut rester tourné vers l'avenir, bousculer nos habitudes, questionner nos connaissances, remettre en cause nos certitudes. C'est à ce prix que nous pouvons réinventer notre métier, repousser l'horizon des possibles pour le bien de nos patients. Car mes chers confrères, je vous l'affirme, il y a encore de belles choses à inventer en implantologie. Cette démarche qui nous est chère à tous, elle donne un sens à notre pratique quotidienne. Nous devons pouvoir nous appuyer sur des partenaires industriels qui partagent cette vision et ces valeurs, qui privilégient l'écoute et sont prêts eux aussi à une remise en question permanente, qui considèrent que c'est à l'outil de s'adapter à la main et non à la main de s'adapter à l'outil. Éric Genève vous a parlé en quelques mots de sa société. Vous l'avez compris, comme moi, Antogir s'inscrit dans cette démarche. Voilà une société qui a compris qu'à chaque nouvel étage construit, il faut consolider les fondations, ancrer ses attaches dans le réel, planifier son écoute et aiguiser son regard. Voilà une équipe de femmes et d'hommes engagés à nos côtés pour nous aider à répondre au mieux possible à nos contraintes cliniques. Ce sont tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, Antogir est à même de nous proposer des techniques et des solutions de haut niveau. Au-delà de ces aspects, je tiens à souligner un élément qui est important pour moi. Comme vous le savez, je voyage beaucoup de par le monde dans le cadre de mes fonctions d'enseignant-chercheur
Durant ces déplacements, je croise de nombreux conférenciers, de nombreux industriels du monde entier. Je peux vous certifier, chers collègues, que nous n'avons pas à rougir des compétences et du savoir-faire français. Quelle fierté aujourd'hui de voir une société française qui se hisse au plus haut niveau de l'implantologie mondiale. Vous l'avez compris, avec de tels partenaires, nous pourrons relever les défis qui se présentent à nous pour construire ensemble la dentisterie de demain. Sur cette petite introduction, je vais maintenant avoir le grand plaisir, l'honneur et la joie de présenter les 3 conférenciers qui vont animer cette soirée. Malheureusement, heureusement, c'est une grande dominance sudiste sur la scène, avec des gens que je connais bien de longue date, et je le répète, pour lesquels j'ai le plus grand respect et la plus grande admiration. Je vais tout d'abord parler un tout petit peu de Philippe Collin, qui est avant tout un de mes maîtres, chez qui j'ai beaucoup appris et avec qui j'ai beaucoup partagé. Philippe a les compétences aussi élevées que sa modestie. C'est un chirurgien hors pair qui a une vision clinique hors du commun, qui a une vision transversale qui lui permet de magnifier aussi bien la prothèse que la chirurgie. Philippe, c'est avec beaucoup de plaisir que je t'invite à venir prendre la parole et nous donner tes sensations, tes idées sur cette nouvelle solution innovante qui est le multilevel. Merci beaucoup Patrice pour cette présentation. Tu me laisses sans voix, Patrice, tu me laisses sans voix. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux équipes d'Antogir de m'offrir l'hospitalité de cette salle qui est bien pleine. Et donc ma présentation sera une présentation essentiellement clinique. Vous allez voir un certain nombre de situations qui ont été traitées. Et je vais donc vous parler évidemment de cette préservation de l'os cristal. C'est une notion qui me tient bien à cœur. Et aussi, je vais vous dire ce que je pense de cette connectique in-link. Et nous allons le faire au travers essentiellement d'un cas clinique que j'ai documenté et pour lequel je vous propose donc quelques photos de départ. Il s'agit d'une patiente qui m'a consulté en 2014, qui a un fort contexte parodontal, qui a un certain nombre de prothèses en place et aussi des dents absentes. Le motif de la consultation, c'est la forte mobilité de ses incisives. Elle a une interposition linguale, elle n'est pas satisfaite de son sourire. Voici la radiographie panoramique de départ, où on note donc les problèmes de carie, de perte d'attache, et évidemment de contention antérieure qui traduit la mobilité de ces incisives. Je vais vous parler de ce traitement en insistant sur l'arcade supérieure et l'option que j'ai choisie chez cette patiente, dont la demande est une demande de prothèse fixée. Eh bien, c'est de mettre en place très vite un bridge transitoire sur quelques racines. Voici le statut rétro-alvéolaire de cette patiente. On voit que les pertes d'attache sont importantes. On voit également que dans les zones postérieures, traditionnellement, on a un manque de volume osseux. J'ai donc démarré, et il y a plusieurs options de traitement pour résoudre le cas de cette patiente. Moi, personnellement, j'ai démarré par un bridge transitoire sur un nombre restreint de dents, en les choisissant de telle sorte que je ne mettrai pas d'implant là, évidemment, où il y a les dents, et je vais les interposer entre ces dents qui sont en fin de vie, mais qui vont permettre très vite donc de stabiliser un bridge transitoire. Et puis il y a eu une phase d'augmentation de volume osseux, et 6 mois après, la pose d'un certain nombre d'implants d'une manière symétrique entre le côté droit et le côté gauche, avec des vis de cicatrisation. On voit sur ces radios les vis d'ostéosynthèse qui sont enlevées lorsque les implants sont posés, donc 6 mois après les augmentations de volume osseux. Et 6 mois après encore, les
implants vont être mis en charge. Et là, j'ai choisi de mettre en charge ces implants par l'intermédiaire de cette connectique InLink, dont voici l'image. C'est une connectique qui présente une surface plane. On a deux diamètres d'émergence, un diamètre à 4,8 mm, un diamètre à 4. Et j'ai choisi également d'utiliser des cylindres provisoires angulés, car l'idée pour moi était d'éviter des trous de vis au niveau des surfaces occlusales. Et donc j'ai connecté ces cylindres provisoires sur un nouveau bridge provisoire, directement en bouche, en le faisant donc sur chacun des 8 implants. On voit donc ces implants, on voit ce bridge provisoire avec les verrous au niveau de chaque cylindre. Et dans un deuxième temps, eh bien, j'ai enlevé les 4 dents résiduelles au niveau antérieur en comblant les alvéoles. Et si j'insiste beaucoup sur ce bridge transitoire, c'est que c'est la clé de voûte de notre traitement. C'est lui qui va nous permettre eh bien, de transférer beaucoup d'informations au niveau du laboratoire. Ces informations, eh bien, après empreinte, ce sont la mise en articulateur des modèles, mais c'est également le profil d'émergence du bridge provisoire qui va être troqué en faveur donc de cette fausse gencive rose qui va être complètement éliminée car elle n'a absolument aucun repère fiable. Et donc on va donner au laboratoire de prothèses beaucoup d'indications issues de ce bridge provisoire qui a donc été validé en bouche, tant sur le plan fonctionnel que sur le plan de l'esthétique. Le laboratoire, c'est M. Fabio Levrato qui a travaillé sur ce cas, et à partir du bridge provisoire, à partir de photos également, eh bien, il va s'exprimer et il va pouvoir donc transmettre un certain nombre de données à la CFAO qui va transformer son travail de cire en un full bridge en zircone dont on voit les émergences qui sont des émergences palatines pour l'accès aux vis, sauf pour cette dent numéro 26 où la hauteur occlusale ne me le permettait pas. L'émaillage n'a concerné que la zone vestibulaire et probablement que nous verrons beaucoup d'autres images de travail prothétique par donc M. Casu. Voici les images avant le vissage de ce bridge. On voit donc la morphologie tissulaire induite par le bridge provisoire du côté droit, du côté gauche et ici le bridge en vue frontale avec donc l'image radiographique et les rétroalvéolaires que nous voyons ici. Alors il est important pour les grâce aux rétroalvéolaires, il est important de pouvoir suivre l'évolution de l'os au niveau cristal et j'y reviendrai dans une deuxième partie. Mais dans une première partie, eh bien, je voudrais vous exprimer un certain nombre de remarques concernant cette connectique et en particulier l'intérêt d'avoir un puits d'accès angulé. Le premier intérêt, eh bien, c'est que ça m'évite d'avoir des trous de vis sur les faces occlusales. Traditionnellement, on est content quand on a un trou de vis sur une face occlusale. Ça veut dire qu'on a mis l'implant bien dans l'axe des forces qu'ils doivent recevoir et donc on a bien travaillé. Et en fait, le trou de la vis est aussi un handicap. Si on regarde une publication qui a été faite il y a un certain nombre d'années par Ebel en 1997, si on prend une prémolaire, en principe, sa taille moyenne entre les lignes de plus grand contour, c'est 9 mm. Pour une molaire, c'est 11 mm. La partie efficace, travaillante des faces occlusales, c'est 4,5 à 5,5 pour une prémolaire et 5 à 6 pour une molaire. Et si on considère que les trous de vis sont 3 mm de diamètre, ce qui est moins maintenant, mais ce qui était 3 mm anciennement, eh bien, l'émergence des trous de vis sur les faces occlusales nous fait perdre 50%
de la face occlusale, voire plus, ce qui entraîne évidemment une réduction de la charge axiale. Alors quand on regarde des photographies de bridge anciennement terminées ici en 97, oui, j'étais très fier d'avoir les trous de vis sur les faces occlusales, puisque les implants étaient dans l'axe, mais regardez comment ces trous de vis mangent la face occlusale. D'autres exemples également, on voit qu'on flirte avec les bords libres également, et plus on a une hauteur occlusale importante, plus une déviation de quelques degrés nous amène proche des bords libres. Alors certes, dans les travaux qui sont plus modernes, plus récents, on a une réduction du nombre d'implants, donc forcément une réduction du nombre de trous de vis. On a très souvent des molaires en guise de seconde prémolaire, donc des faces occlusales un peu plus larges. On a aussi des puits de vis un petit peu plus étroits, dû au rétrécissement du diamètre des vis. Et enfin, maintenant, on a la zircone, qui nous permet, en particulier de la full zircone au niveau des faces occlusales, qui nous permet de garder de la résistance. Toujours est-il, eh bien qu'avec les vis, quand on fait de la céramo-métal traditionnelle, on fragilise les surfaces occlusales, et donc on peut avoir des éclats de porcelaine, et même lorsque l'on a des petites émergences, eh bien on peut avoir un enfoncement du composite, voire carrément perdre le composite en face occlusale, ce qui n'est pas très grave, mais enfin. Et ne parlons pas de la prothèse en résine, avec les trous de vis qui passent au niveau des faces occlusales. Puisqu'on prend une dent du commerce au laboratoire, on les vide et on la remet avec de la résine auto. Si bien donc on fragilise la dent, et le fait d'observer ici une dent eh bien, cassée à moitié, c'est quelque chose, en tout état de cause, en ce qui me concerne, qui était relativement fréquent. Voilà à 2 ans et demi, voilà à 5 ans. À 5 ans, c'est toute la résine qu'il y a à refaire. De pouvoir avoir un puits d'accès angulé, eh bien, il va dans le même sens que précédemment, mais il devient une nécessité quand l'émergence des puits est soit proche du bord libre, soit carrément sur les faces vestibulaires. Alors l'illustration, c'est avec ce cas clinique, où les 4 incisives ne sont plus fiables, il faut les enlever, et j'ai décidé chez cette patiente de mettre 2 implants, un au niveau de 12 et l'autre au niveau de 21, et les 2 autres sites, le 22 et le site 11, étaient moins favorables que ces deux-là. Mais quand on regarde le site 12, on a très peu de marge de manœuvre pour pouvoir permettre, avec un puits d'accès droit, d'avoir une émergence sur le cingulum. Et quelquefois, ça se joue à très très peu de degrés. Voici le traitement de cette patiente, et on voit nettement sur le provisoire transvissé sur 2 MUA et sur le bridge en zircone de Fabio Levrato, et bien que l'on est très très juste au niveau de ce bord vestibulaire. Et le fait d'avoir un puits d'accès angulé est évidemment un avantage. D'autant que ce puits d'accès angulé dans la connectique InLink va de 1 degré à 25 degrés, donc on a une marge qui nous permet de travailler. Très souvent, c'est peu de degrés. Et le troisième intérêt, eh bien, on le voit avec des implants divergents, tels que l'on peut le faire lorsqu'il y a une perte osseuse qui est importante. La connectique Apply InLink va nous permettre un ajustage passif sans contrainte. Et là, on va voir donc les cas de Jean-Baptiste Verdino qui va bien nous parler de ceci. Mais le puits d'accès angulé va permettre aussi d'orienter l'accès au verrou avec beaucoup plus de souplesse que ce que l'on peut faire avec un MUA angulé. Voilà le traitement. Les 4 implants sont divergents les uns par rapport aux autres, mais ils s'inscrivent bien dans une fonction qui est recherchée, tout en évitant les émergences nerveuses, et en particulier ces 2 nerfs sont sur la crête de part et d'autre, donc bien entendu il faut bien les individualiser, et avant de les individualiser, évidemment il faut être très prudent avec les bistouris, parce qu'on peut le couper tout simplement. Donc là, attention. Les implants tissu level sont positionnés, je vais en reparler bien sûr, et j'ai choisi
des cylindres provisoires droits sur les implants 33 et 43, et j'ai choisi des cylindres angulés à 25 degrés pour les deux implants postérieurs, puisque ces cylindres, je vais les disposer manuellement et je vais modifier la prothèse amovible, bien entendu, qui a été fait en amont, pour pouvoir enregistrer le positionnement des 4 implants. Et ce qui a guidé mon action ici, ça a été d'éviter d'avoir un trop grand déport postérieur, parce que si j'avais suivi la trajectoire de l'implant, vu la hauteur clinique, eh bien la vis sortait sur une 7 à ce niveau-là. Donc voici les images prothétiques, prothèse qui a été mise en place 24 heures après. Vous avez une photo des tissus mous à 10 jours. À noter l'émergence des puits d'accès. Eh bien, les puits d'accès émergent en dehors des faces occlusales, sauf ici et sur ce secteur. Mais là, c'est tout simplement que le tournevis que j'avais à l'époque, et le problème est solutionné maintenant, nous avons des tournevis plus hauts, mais ne me permettait pas de visser, j'étais obligé de prendre un prolongateur qui a forcément nécessité que j'évase cette zone. À noter également le verrou guidant pour faciliter l'insertion de la prothèse, et j'ai choisi, dans ce cas clinique, une mise en charge immédiate avec des implants tissu level. Eh bien, quel est l'intérêt des tissus level? Et c'est ma deuxième partie, si vous voulez bien. Eh bien, l'intérêt des tissus level, c'est surtout que je vais éviter un certain nombre de problèmes prothétiques iatrogènes, comparativement à ce que l'on peut observer dans un certain nombre de cas avec du bud level. Alors, quels sont ces problèmes iatrogènes? Le premier problème, en tout état de cause, un des premiers que je voudrais évoquer, c'est l'état de surface des piliers. Traditionnellement, qu'est-ce que l'on fait? On dévisse les vis de cicatrisation et on prend des empreintes avec des transferts d'empreintes. Et donc on confie au laboratoire des piliers pour faire la prothèse scellée. C'est la majeure partie de la prothèse en implantologie. Et donc le laboratoire va usiner ces piliers et va nous rendre un travail. Regardez ce qui se passe après avoir usiné des piliers. Il y a des contaminants métallurgiques qui sont issus du fraisage des piliers. Et malgré le fait que le laboratoire va utiliser eh bien, un jet, de la vapeur chaude, il va rester des contaminants. 30 secondes de vapeur ne suffit pas. Et en fait, il faut passer toutes ces pièces qui nous reviennent du laboratoire, il faut les passer dans un ultrason avec un protocole qui a été proposé par Canulo en 2014 et qui est le suivant. C'est 10 minutes dans des ultrasons mélangés à un détergent, puis un rinçage 5 minutes, toujours ultrason avec de l'eau, puis 10 minutes ultrason acétone, rinçage à l'eau, 10 minutes ultrason à alcool, rinçage à l'eau. Et à partir de là, on peut passer de cette situation-là à celle-ci, qui est beaucoup plus compatible avec une bonne biologie des tissus mous. Deuxième notion, je voudrais discuter, l'état de surface des vis de cicatrisation. L'état de surface des vis de cicatrisation est crucial par rapport à celle des piliers, parce que le pilier, on le met sur un site cicatrisé la plupart du temps, alors qu'une vis de cicatrisation, on la met sur un tissu qui est blessé. Et donc on a besoin que les tissus cicatrisent sur les vis de cicatrisation. Est-ce qu'en emballant des vis de cicatrisation, on est efficace? Eh bien, regardez ce travail qui a été proposé récemment par Wadani, en 2015. Il a demandé à 8 établissements aux États-Unis et au Canada de lui fournir des vis emballées dans chacun des établissements, prêtes à passer en bouche. Et il s'est aperçu qu'il y avait une contamination protéique dans 99% des vis. Il pense que la vis où il n'y a pas de contamination, eh bien, est une vis qui n'est pas passée en bouche. Et on trouve des débris protéiques dans les filetages et un peu partout.
D'autres auteurs ont proposé ceci. Sinerby a proposé un travail chez l'animal avec des vis de couverture. Il a trouvé des macrophages à la place de fibroblastes. Mouilly a travaillé in vitro et in vivo à plusieurs protocoles. Les protocoles qui sont les plus performants in vivo, à savoir l'acide citrique, et le moins bon in vivo, tout simplement parce que l'oxyde de titane concentre l'acide et eh bien, on a un très mauvais résultat intrabuccal. Et Vezeau a montré sur une plaque en titane, passée à l'autoclave, que le fibroblaste n'a pas tendance à adhérer, contrairement à une plaque pas passée à l'autoclave. Alors, que devons-nous faire avec les vis de cicatrisation? Un protocole a été proposé, et ce protocole, il est proposé pour nettoyer une vis quand on a une empreinte, par exemple, à prendre, et la même vis à remettre chez un patient. Et ce protocole passe par de l'acide citrique à 40%, c'est-à-dire 20 grammes d'acide citrique mélangé à 30 ml d'eau. Et cet acide citrique, on le trouve dans toutes les drogueries, et ceci permet de nettoyer les vis. Certains auteurs ont proposé aussi, avec un nettoyage plus poussé, de réutiliser des vis de cicatrisation. Je vous mentionne la publication de Mabou, c'est une équipe lyonnaise qui a proposé de passer les vis ultrasons avec du lycétol pendant 1 heure. Et ils ont montré que cette vis pourrait être compatible avec une bonne santé biologique. Autre notion qui est iatrogène, la multiplication des dévissages. Là, ça n'est pas de la plaque dentaire que l'on voit, c'est de l'épithélium. C'est de l'épithélium qui est arraché quand on dévisse la vis. Des auteurs ont montré, et en particulier Abramson, l'équipe suédoise, il y a fort longtemps chez l'animal, que lorsque l'on dévissait plusieurs fois les vis par rapport à un secteur qui n'était pas dévissé, eh bien on perdait 1 millimètre ou voire un peu plus au bout de 5 dévissages. Degidi, équipe italienne, eh bien l'a montré sur l'humain. Et il a montré que lorsque l'on ne dévissait pas les vis et que l'on mettait le pilier terminal d'emblée, on avait un meilleur comportement, que ce soit sur un site mature et aussi un site d'extraction. Et là, j'ai juste un tout petit cas clinique qui m'a rappelé ceci. Ça, c'est un collègue que je soigne depuis de nombreuses années. Je mets des implants en 98 avec des piliers d'emblée. Et la prothèse est faite. Et puis, 10 ans après, il vient me revoir en me disant il n'y a plus de pièces sur ce type de pilier, est-ce que tu peux me les enlever? Et je vais faire autre chose parce qu'il y avait des éclats de porcelaine sur son bridge. Donc je lui ai démonté son pilier, j'ai regardé le comportement des tissus au niveau des cols implantaires 10 ans après. Et puis là, ça a été des piliers en CFAO qu'il a fallu essayer plusieurs fois, qui n'ont pas convenu d'emblée, et donc il y a eu énormément de dévissage de fait. Et ce patient revient me voir en 2013, et quand je lui reprends la radio en 2013, ben je m'aperçois qu'on a perdu 2 ou 3 spires. Et en 2015, pour la petite histoire, le titane grade 1 ne se comporte pas comme du titane grade 5 que nous avons actuellement. Et donc l'implant a cassé, il a fallu enlever l'implant et recommencer ceci. Alors oui, nous avons besoin de dévisser, forcément, si on veut faire de la prothèse. Et en particulier, quand on fait des dents unitaires, on les fait de plus en plus en direct implant. Voici un cas clinique où il nous manque une incisive, avec une perte vestibulaire et linguale. L'os a été épaissi avec 2 blocs mentonniers. Voici le résultat à 5 mois. Et l'implant est positionné donc 5 mois après. Et donc là, d'emblée, j'ai mis un cylindre et j'ai mis une dent provisoire. Forcément, c'est du direct implant, donc je vais devoir dévisser cette vis pour prendre des empreintes. Au passage, si vous faites ceci, choisissez un cylindre en titane qui permet à l'espace biologique de s'agripper sur du titane et non pas sur de la résine. Donc un pilier relativement long. Donc, cette couronne est transvissée le jour où on a posé l'implant. Et puis, quelques mois après, 2 ou 3 mois après, il y a eu un premier dévissage et une empreinte prise avec un transfert. Et puis ensuite, l'insertion de la couronne au 2e dévissage. Souvent, il y en a un 3e
pour l'essayage. En l'occurrence ici, il n'y a pas d'essayage, mais si on regarde la radiographie au bout de 5 mois, eh bien 2 dévissages dans cette situation-là ne semblent pas avoir entraîné de problème. Et une équipe italienne a montré sur l'implant Ankylos, si j'ai choisi cette publication, c'est que l'implant Ankylos est un modèle qui est très proche de celui avec lequel nous travaillons, l'Axiom, eh bien a montré que le dévissage, 3 dévissages sur l'implant Ankylos n'entraînait pas de perte osseuse au niveau du col. Et l'explication, c'est que l'implant Ankylos de 4 mm eh bien, génère une connectique qui est à l'intérieur de l'implant. Et donc on a moins de problèmes. On a moins de problèmes également avec cet implant parce que, eh bien, parce que on a un platform switching qui est généré par cette connectique. Le platform switching, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Au départ, il est involontaire. En 1995, je pose cet implant qui est un implant Eurotechnica de mon ami Guy Huré, et on n'avait pas de connectique de 6 mm. Donc on a mis une connectique de 4. Et on s'apercevait qu'en mettant des connectiques étroites, on gardait de l'os au col. Après, on a eu le platform switching, qui a été un platform switching forcé, avec des implants qui étaient de 4 mm forcés à 5 mm, solution qui a été abandonnée puisque bien entendu on concentrait, lorsque l'os avait une corticale et ensuite une spongieuse 10 fois plus élastique, on concentrait l'effort sur la corticale et donc on perdait de l'os, platform switching ou pas de platform switching. Mais quand on avait une spongieuse sur tout le long, on pouvait garder de l'os, et avec donc l'implant Axiom, eh bien nous avons un platform switching qui est un platform switching, je dirais, naturel, dû à cette connectique. Mais le platform switching ne fait pas tout. On voit des situations où il n'y a pas de platform switching, il n'y a pas de perte non plus. Regardez, 20 ans après, pas de platform switching et pas de perte, avec un protocole de travail, et en particulier un protocole qui limite les effets iatrogènes dont je viens de parler de certains. Mais le plus important des effets iatrogènes, c'est le ciment-scellement, c'est le plus grave. Le plus grave. Traditionnellement, le laboratoire nous prépare les piliers, et le laboratoire se fie au silicone rose, dont la précision est quasiment nulle, en faisant des formes d'émergence, qui fait que lorsque l'on remet le pilier en place, eh bien on se retrouve facilement, en particulier dans les zones mésiales ou distales, ou proches des dents, on se retrouve 2 ou 3 mm sous les tissus mous, et on ne peut pas enlever le ciment. Regardez ce travail, pardonnez-moi, juste pour vous dire que si on doit faire de la prothèse vissée, de la prothèse scellée, et je ne suis pas contre la prothèse scellée, je crois qu'il faut passer par des piliers anatomiques, et c'est la CFAO qui nous le permet. Et je suis très très prudent sur ces piliers qui n'ont pas de morphologie anatomique, parce que la plupart du temps, on règle la zone vestibulaire sous les tissus mous, et on se retrouve dans les zones mésiales ou distales beaucoup trop sous les tissus mous. Regardez ce travail qui a été publié par une équipe de Lituanie, Linkevicius. Il a fait sur un modèle avec une fausse gencive rose plusieurs piliers, et plusieurs piliers avec plusieurs limites au fur et à mesure de plus en plus basses sous le silicone rose. Et ensuite il a demandé à des praticiens d'enlever le ciment après le scellement, et on s'est aperçu que plus c'était bas sous les tissus mous, plus il restait du ciment, que dès lors qu'on était sur les tissus mous, il restait du ciment au niveau du joint, observé au microscope électronique. Alors, préserver l'os crestal, implant tissu level ou implant bone level? Moi personnellement, je pense que lorsque l'on utilise du bone level avec un pilier in-link et des vis de cicatrisation neuve, un dévissage limité et de la prothèse vissée, les résultats seront, à l'échelle de notre clinique, ils vont être similaires. Regardez, pour en revenir au cas de notre patiente, eh bien, les implants ont été posés en juillet 2015. Regardez les radiographies un peu plus d'1 an après. On a une stabilisation des tissus osseux autour du col, sur tous les implants positionnés.
Les résultats sont similaires, oui, ils sont similaires, mais à d'autres conditions aussi, et en particulier la condition des tissus mous. Il faut qu'il y ait une épaisseur de tissu mou qui permette la stabilisation du tissu osseux. Évidemment, il y a d'autres facteurs, le potentiel de cicatrisation de chaque patient, les médications qu'ils prennent, le tabac, et ainsi de suite. Parlons un tout petit peu des tissus mous. Chez l'animal, les équipes suédoises ont montré que lorsque l'on avait un tissu mou fin au départ, ou lorsqu'on désépicissait le tissu mou, eh bien, on avait une perte osseuse cristal qui était majorée. Et l'équipe de Lituanie, par Linkevicius et d'autres praticiens, ont montré que chez l'homme, cette fois-ci, que lorsque les tissus mous ont moins de 2 mm, la perte était de 1,45 mm. Lorsque c'était supérieur à 2 mm, la perte n'était que de 0,19 mm. Et que lorsque l'on a un tissu fin, le concept de platform switching n'a absolument aucun intérêt. Alors évidemment, avec notre implant Axiom, par rapport à des connectiques à plat, le fait d'avoir une constriction génère naturellement une épaisseur de tissu mou. Et lorsque les tissus mous sont suffisamment épais en utilisant un implant tissu level, nous n'avons qu'une chose à faire, préserver ces tissus mous. Simplement les préserver, les organiser autour de ce col implantaire, et puis ensuite, voilà sur cette patiente, eh bien, le résultat radiographique avec ces tissus level. Mais lorsque les tissus mous sont au départ fins, eh bien, il va falloir que nous, cliniciens, si nous voulons garder de l'os au col, nous épaississions ces tissus mous. Et il y a plusieurs façons de le faire. Ici, j'ai utilisé simplement du bios apposé sur la zone osseuse. Je sais pertinemment que ce bios ne va pas donner de l'os. Il va être encapsulé et de fait, il va me permettre d'épaissir les tissus mous. Voici le résultat chez cette patiente. J'ai épaissi au niveau de la dent avec une greffe conjonctive. Regardez l'organisation des tissus mous autour de ces implants bone level. Et nous voyons ici les radiographies avec une très grande stabilité de l'os au niveau de la crête de ces implants. En conclusion, Patrice, je dirais que le pilier Inlic sur Axiom bone level ou l'Axiom tissu level, c'est la même connectique. Et cette connectique, elle a un certain nombre d'avantages. Moi, personnellement, le puits d'accès angulé permettant, dans certaines situations, ça n'est pas toujours possible, mais dans certaines situations, d'éviter des trous de vis au niveau des faces occlusales est quelque chose qui me séduit. La prothèse vissée, qui est une obligation dans cette situation, limite certains effets iatrogènes potentiels lors de la phase prothétique, et en particulier quand on fait de la prothèse scellée, qui a de moins en moins d'indications, parce qu'une des indications de la prothèse scellée, c'est de rattraper un peu de parallélisme. Là, on peut jusqu'à 25 degrés. Mais que tout ceci, c'est une véritable innovation industrielle d'avoir un verrou accolé à la prothèse, ça ne s'est jamais fait. Eh bien, tout ceci ne nous exonère pas, à nous cliniciens, d'une rigueur tant chirurgicale que prothétique. Et je vous remercie. Merci Philippe pour cette brillante présentation qui caractérise. Elle est claire, elle est limpide, elle est académique. Elle a fait un peu le tour d'horizon de cette nouvelle solution multi-level avec ses différentes composantes, à la fois la composante tissu level option 1 ou l'option 2, vous positionnez un bone level et vous mettez par-dessus un pilier Inlink qui a tendance à transformer le bone level en tissu level.